Bonsoir et bienvenue à notre magazine d'une heure du 60, mesdames et messieurs. Nous sommes très heureux d'être reçus chez vous sans permission dans le cadre de ce magazine Une heure du débat. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous deux invités des marques, en la personne de Maître Trésor Likonza, analyste politique indépendant. Maître Likonza, bonsoir. Bonsoir, William. Nous avons Maître Loulou, il est aussi un analyste politique indépendant. Maître Loulou, bonsoir. Bonsoir madame et puis bonsoir à mon co-débatteur. Merci, pareil. Il y aura un autre invité qui est... Il sera avec nous d'un moment à l'autre. Mais commençons déjà notre émission. La RDC... C'est une question qui ne peut jamais être passée inaperçue. Nous devons en parler de temps en temps. En tout cas, c'est une obligation pour nous. Voilà pourquoi nous allons analyser là-dessus. Le président angolais avait fait appel à notre président, M. Félix Tshilombo, en Angola, pour parler d'aboutissement par rapport à cette rencontre. Quels sont les résultats ? Est-ce que nous devons continuer toujours à garder cette relation diplomatique? Nous allons analyser tout au long de cette émission. Encore une fois, bonsoir. Je commence avec Maître Likonza. J'espère que vous allez bien. Très bien, très bien. Maître Likonza, il y a eu rencontre entre le président angolais, excusez-moi, et le nôtre. Quelle analyse critique pouvez-vous faire par rapport à cette rencontre? Bon, j'espère que cette rencontre s'inscrit dans la logique de la gestion des États, parce que chaque État a ses réalités. Et les réalités de chaque État les poussent souvent à adopter certains comportements, une certaine attitude, lorsqu'il le faut, pour peut-être trouver des solutions à tel ou tel problème. Et vous venez de le dire, si nous sommes en guerre ou pas, mais moi je pense que on ne peut pas parler de la guerre parce que la RDC n'est pas dans la logique de la guerre. En tant que Congolais, moi je ne sais pas si nous sommes en guerre. En tout cas, pour que notre pays entre en guerre avec tel ou tel État, il y a une procédure. Lesquelles? La procédure est prévue. Le président de la République a le pouvoir de déclarer, de décréter la guerre. Mais il y a une procédure, nous ne sommes pas encore là. Et ce qui se passe à l'Est, c'est quoi? Bon, ce qui se passe à l'Est, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est une situation d'antan. Eh bien, on a cherché les voies et moyens pour arrêter cette situation. Mais on a compris que ça nous a pris beaucoup de temps. Aujourd'hui, nous sommes encore dans la même situation où on doit se réunir, on doit se rencontrer pour parler, alors qu'on a eu le temps de parler. Il y a eu plusieurs sommets, plusieurs rencontres avec les pays de la région, des Grands Lacs, avec la communauté internationale, l'Organisation des Nations Unies. On a même intégré certains chefs de guerre au gouvernement. On a réintégré des militaires qui avaient perpétré les mouvements insurrectionnels à l'armée. Mais la situation ne change pas. Moi, je pense que la rencontre d'Angola, la récente rencontre, s'est inscrite dans la logique de la volonté exprimée par le président Macky Sall. Et je crois que c'est lui qui chapeaute actuellement l'Union africaine. Il avait pris l'initiative de faire parler le président Félix Tshisekedi, notre président, avec le président Kagame, pour essayer un peu de calmer la tension qui montait. Et à l'issue de cet entretien téléphonique entre les deux présidents, sous la médiation du président Macky Sall, il avait demandé maintenant au président angolais de poursuivre, de continuer à assurer cette médiation. Mais vous ne constatez pas que, combien même il y a une hypocrisie de la part des chefs d'État. On n'a pas senti une personne, un chef d'État condamner ce que font les soldats rwandais dans notre pays. Mais condamner, même si on a condamné plusieurs fois, madame, on peut toujours condamner. Non, on peut toujours condamner. Mais l'essentiel, c'est de mettre fin à cette situation.
Et c'est ainsi que maintenant, tout le monde a compris qu'il faut mettre fin. J'ai suivi même les présidents, les ministres, le vice-premier ministre des Affaires étrangères, quand il a parlé au Conseil de sécurité, il a dit qu'on doit mettre fin. La RDC n'a plus le temps de négocier, de trouver des moyens pour réintégrer qui que ce soit. Maintenant, on doit mettre fin à ça. Et pour mettre fin à ça, il y a des préalables. Et les préalables en question conduisent toujours à des négociations diplomatiques. On ne peut pas dire que parce que les M23 seraient soutenus par les Rwandais, bon, je ne dis pas serait, est soutenu parce que le gouvernement a déjà déclaré officiellement que nous allons mettre fin à toutes les négociations diplomatiques. Là, nous allons biaiser la démarche. Merci. Voilà. Maître Leloup, que pouvons-nous attendre de cette rencontre entre les deux présidents? Le président congolais, M. Félix Tshilombo, et puis le président angolais Lourenço. Vous savez, madame, dans le cadre de résolution des conflits, il y a des mécanismes, il y a des règles à suivre. Et je voudrais suivre un peu mon confrère qui vient de dire que la guerre, nous ne sommes pas dans une situation de guerre. Parce que la situation de guerre, c'est une situation de belligérance qui demande à ce qu'il y ait une partie en face. C'est-à-dire la guerre, c'est toujours à deux. Mais la situation que nous vivons ici en République du Congo, ce n'est pas tellement la guerre, parce que la guerre doit être déclarée au regard de l'article 86 de la Constitution, que le chef d'État devrait déclarer la guerre avant cela. Il devrait peut-être d'abord se réunir avec le Conseil des ministres et puis délibérer, voire dans la mesure du possible aussi, réunir le Sénat, plutôt le Congrès. Donc pour dire que ici nous ne sommes pas dans une situation de guerre, mais plutôt nous sommes dans une situation de mouvement terroriste, madame, il faut peut-être qu'on puisse préciser. Et la situation n'est pas différente avec ce que nous vivons au niveau de Mali, au niveau de Niger, au niveau de Mauritanie et au niveau de pays que nous appelons pays G5 Sahel. C'est-à-dire qu'il y a un problème de terroristes et de djihadistes qui sèment de terreur parce que avoir la guerre en face, c'est d'abord déclaré, c'est-à-dire avec un État, là on peut comprendre. Et aussi avoir des mouvements terroristes qui revendiquent, on peut comprendre. Mais nous, chez nous, quand nous disons que cette guerre est asymétrique, c'est-à-dire nous ne savons pas déceler exactement ce que le fou, moi je les appelle ainsi, parce qu'ils n'ont pas de revendications justes, ils viennent seulement, ils pillent, ils violent les dames, et au lieu peut-être de violer les belles dames, ils vont violer même des vieillards, madame, même des bébés, ils vont partir dans la brousse sans laisser des revendications. Donc voilà pourquoi nous disons que nous comptons plus sur cette démarche, cette approche, parce que la République du Congo a connu cette guerre, ce n'est pas de ces mouvements insurrectionnels, ou soit ces mouvements de terrorisme il y a longtemps, quand M. Laurent Désiré Kabila a demandé à ce que la communauté internationale puisse désigner nommément Rwanda, il y avait un problème. Et on nous disait toujours qu'il y avait un problème interne. Mais aujourd'hui, nous pouvons peut-être confirmer que Rwanda serait derrière parce que, au regard de l'accord cadre d'Addis Abeba, signé en Éthiopie, vous allez remarquer qu'il a été demandé à tous les pays frontaliers ou tous les pays limitrophes de la République du Congo de jouer pas le rôle d'avant-garde ou soit de jouer pas le rôle de soutenir les mouvements rebelles pour déstabiliser la République du Congo. Alors Rwanda étant signataire, donc à cet effet, nous estimons que Rwanda devrait peut-être suivre la ligne. Et aujourd'hui, il y a intervention de Macky Sall. Macky Sall a intervenu, ils ont donné mandat à Lourenço pour voir dans la mesure possible. Madame Lourenço, nous comptons plus sur lui parce que Lourenço, au niveau de la sous-région, c'est lui qui a un peu une force dissuasive. Il peut dire clairement à Félix Tshisekedi ce qu'il pense et finalement il peut aussi dire clairement à Kagame ce qu'il pense. Maître Lourenço, est-ce qu'à ce stade, est-ce qu'il était vraiment important que le président Lourenço demande à ce que le militaire rwandais soit relâché? Et s'il s'avérait qu'il serait relâché, est-ce que c'est une bonne démarche? Vous savez, madame, c'était une demande. La demande a été faite d'abord, l'exigence a été faite d'abord par Kagame, qui va demander à ce qu'on puisse libérer les deux militaires. Pour Kagame, les deux militaires seraient enlevés. Une condition pour lui. Pour nous, nous savons que les deux militaires étaient capturés parce qu'ils s'expriment librement. Ils s'expriment librement pour dire comment ils se sont retrouvés au niveau de notre territoire. Alors aujourd'hui, Lourenço récupère la situation, demande à ce que la République du Congo puisse prouver la bonne foi.
Nous sommes en négociation, madame. La diplomatie ne veut pas qu'on puisse utiliser les muscles. Parce que moi, je comprends les gens demander à Félix Tshisekedi d'aller se battre avec Kagame. Ce n'est pas ça la démocratie. Et il était question qu'on puisse donner notre bonne foi, notre caution, pour faire comprendre au concert des nations, c'est-à-dire la communauté internationale, que nous sommes disposés, nous ne voulons pas la guerre. Mais heureusement, le chef d'État vient de renforcer pour dire que si vous voulez totalement la paix, vous en aurez. Et bien, écoutez, si vous voulez la guerre, ben, nous sommes disposés à combattre parce que qui veut la paix doit préparer la guerre. Madame. Et maintenant, selon vous en tant qu'analyste, parce que nous sentons quand même une certaine radicalisation de la part de Kagame, l'excès des ailes, un peu d'arrogance là. Est-ce que ce n'est pas aussi le moment que la RDC puisse déclarer la guerre face au Rwanda? Vous savez, madame, il ne faut pas suivre Kagame. Kagame, c'est comme quelqu'un qui est tellement imbécile, et dans un terrain d'imbécile, quand vous suivez un imbécile, dites-vous, madame, vous serez vaincu. Donc, nous ne devons pas suivre Kagame. Nous, chez nous, on dit, quand vous voyez un fou nu, vous le poursuivez, il faut vous vêtir. Vous risquez d'être confondu. Si vous aussi, vous allez vous déshabiller. Donc, Kagame est dans un terrain, il comprend. Il a toujours eu tendance à manipuler l'opinion internationale avec génocide. Il a toujours, ses victimes toujours. Ça, c'est la politique de Kagame. Alors, s'il faut suivre la politique de Kagame dans son terrain de prédilection, madame, nous sommes des perdants. Raison pour laquelle nous allons nous orienter. Je voudrais vous donner une position de la République du Congo. Juste après la prestation de serment, une année après, ou soit 6 mois après, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, était nommé co-facilitateur avec Lorenzo. C'était pour quelle crise? C'était pour la crise entre Rwanda et Ouganda. Donc, vous voyez que les deux adversaires de la République du Congo, on demande maintenant à la République du Congo de jouer la facilitation. Et nous l'avons fait, nous avons joué la facilitation. Et juste après la facilitation, nous avons été provoqués au niveau du sud par nos amis zambiens qui sont allés occuper un territoire. Nous, on croyait que nous allons peut-être avoir cette possibilité d'aller attaquer les soldats zambiens. Et nous avons déclenché, n'est-ce pas, la diplomatie. Vous avez vu les résultats. Donc, avec cette guerre, Kagame est perdant. Parce qu'il faut aussi voir la configuration de ce que nous appelons le droit international. Vous allez remarquer que nous sommes dans une situation où la République du Congo va s'identifier comme l'Ukraine. Alors, Maître Loulou, en parlant du droit international, s'il s'avérait que nous déclarions la guerre contre le Rwanda, quelle est cette juridiction internationale qui viendrait arrêter le chef de l'État? Non, c'est d'abord la guerre. La guerre, on déclare la guerre par rapport aux données que nous avons. Si nous sentons que le Rwanda nous attaque, ou soit clairement c'est identifié que c'est le Rwanda qui va subventionner ou soit soutenir les M23 et que nous attaquions les M23 vont fuir vers Rwanda et que Rwanda je ne sais pas quoi dire, par erreur, Rwanda va opter pour nous attaquer dans notre frontière, madame. Nous avons ce droit de nous défendre. La défense, c'est une bonne attaque, madame. Donc la défense, ce n'est pas seulement vous n'attaquez pas. Mais quand vous allez vous défendre, il faut demander les boxeurs. Pour bien se défendre, il faut attaquer. Donc, c'est-à-dire, à ce moment-là, nous serons maintenant dans la position d'attaque. Et puis, finalement, on va voir. Mais du moins, nous avons souhaité plus la diplomatie. Ce n'est pas la faiblesse, madame. Là, je parle pas... Ce n'est pas la faiblesse. Vous parlez de la diplomatie. Est-ce que la diplomatie, depuis que le chef de l'État a commencé de voyager, depuis son accession au pouvoir, on nous parlait de la diplomatie. Quels sont les résultats? Les gens continuent à mourir au jour le jour, mais vous soutenez la diplomatie au lieu d'aller œil pour œil, dent pour dent. Madame, ce que nous avons appris à l'école, je parle sous surveillance de mon confrère qui est en face. Ce que nous avons appris à l'école, aux universités, ce n'est pas ce que nous voyons. Et au-delà de la diplomatie, nous sentons qu'il y a ce que nous appelons l'hypocrisie de la communauté internationale. Ça, moi, je parle de la diplomatie que nous avons étudiée à l'école. Donc, cette diplomatie fait qu'on puisse résoudre les problèmes en dialoguant, comme le confrère a dit. En parlant, même s'il y a des... Il faut dire qu'il faut réduire les angles pour voir dans la mesure possible comment trouver un compromis. Et ces compromis pouvaient faciliter à tout le monde. Madame, en ce qui concerne les dialogues, les gens ne meurent pas. Mais la guerre a toujours tendance à faire compter les morts. Raison pour laquelle nous privilégions plus la diplomatie. Mais nous, quand nous parlons de cette diplomatie, ce n'est pas la diplomatie que nous voyons aujourd'hui, madame. Ce qui se passe actuellement. La RDC, ce n'est pas seulement la RDC qui a été attaquée par le M23. Je voudrais vous faire donner cette révélation. C'est aussi la communauté internationale à travers MONUSCO. Parce que c'était les troupes onisiennes et la RDC, les phares RDC qui ont été attaqués par les M23.
Donc moi, je ne peux pas comprendre que vous puissiez toujours parler de l'agression de la République du Congo, et c'est les phares RDC qui seraient attaqués. Non, il faut plutôt parler de la communauté internationale, ensemble avec phares RDC, ont été attaqués avec M23 soutenu par les Rwandais. Merci. Maître Likonza, est-ce que pouvons-nous toujours continuer à sauvegarder cette relation diplomatique entre les deux pays, le Rwanda et la RDC? Mais bon, quand on parle de la communauté internationale, il faut aussi mettre la RDC et les Rwandais. Parce que c'est une affabulation créée pour présenter à l'opinion qu'il s'agit d'une image des États qui se réunissent souvent pour régler des questions qui touchent peut-être à la sécurité internationale. Voyez? Et dans cette affabulation, il y a tous les États, les Rwandais et la RDC aussi. Donc, si on doit on continue à accuser la communauté internationale, c'est comme si on accuse aussi la RDC, on accuse également les Rwandais. Donc, le confrère a dit que la MONUSCO avait aussi joué sa partition pour éradiquer les échauffourées du M23. Je crois que actuellement, c'est la même situation parce que récemment, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, il y a eu cette rencontre du Conseil de sécurité. Notre vice-premier ministre des Affaires étrangères a représenté le pays. Il a donné la voix de la RDC. Et le ministre rwandais a fait autant. Et tous les États sont fixés. Ils savent maintenant ce que veut la RDC et ce que veut le Rwanda. Mais il faut le dire aussi clairement que le Rwanda ne peut pas vaincre la RDC. Si on va en guerre, le Rwanda ne va pas nous vaincre. Même si le Rwanda a toutes les armes du monde, il va s'essouffler. Parce que bon, il va faire comment pour gagner cette guerre-là? Le Rwanda, mais le président Kagame le sait. Il ne peut pas nous attaquer ouvertement comme Poutine a fait en Ukraine. Il ne peut pas. Mais il a quand même la non, mais il parle d'autres formes, malheureusement, ici. Vous avez insisté sur les conditions. Les conditions, le président Kagame en aura toujours. Il aura toujours des conditions et il va nous contraindre. Parce qu'il sait ce qu'il cherche ici chez nous. Il n'a rien au Rwanda. Il gouverne, il gère le Rwanda, mais au Rwanda, il n'y a rien. Tout ce qu'il peut faire au Rwanda, il y en a ici au Congo. Alors, lui, il ne peut pas faire autrement. Il peut seulement venir nous voir s'il veut la paix, il peut venir rencontrer le président Félix. Ou comme il ne veut pas solliciter paisiblement, il joue le jeu derrière les mouvements insurrectionnels. Et quand il y a des négociations, dans cette guerre-là, j'avais parlé de la guerre hybride, et on vient de relever la guerre asymétrique, ça va de pair. Ouais. Il y a les opérations militaires de la guerre asymétrique, de la guerre conventionnelle, il y a même la cyberguerre qu'on utilise. Tout ça pour chercher à déstabiliser les pays. Et quand on déstabilise les RDC, comme actuellement nous sommes un peu paniqués, la population de l'Est est un peu troublée, nous sommes dans une situation de négociation. On nous a obligés. Nous sommes obligés de négocier. Parce qu'on ne peut pas aller en guerre maintenant. Donc il faut négocier. Et c'est ce qui est en train de se faire. Donc, dans une médiation, si vous voulez négocier, vous avez vraiment besoin d'être en face de l'autre. Vous devez aussi lui donner l'impression que vous êtes venu pour la paix. C'est ce que le président Félix a fait, si je peux le dire. Il a accepté de libérer les deux militaires capturés, les militaires rwandais, sur la demande du président angolais. Il ne peut pas refuser parce qu'à la première rencontre, vous refusez une demande. Mais ça va déjà bloquer le processus. Un État faible aussi. Non, pas un État faible. Non, c'est pas ça. D'ailleurs, ça prouve à suffisance que la RDC veut la paix. La RDC n'a pas de problème avec les Rwandais. La RDC ne veut pas aller en guerre contre les Rwandais. Nous n'avons pas capturé les militaires rwandais pour faire la guerre au Rwanda. Comme vous nous avez demandé de les libérer, nous les libérons. Voyez? Alors maintenant, il faut que le président Kagame puisse comprendre que cet acte est de nature à me mettre devant un fait accompli. Parce que lorsqu'on va aussi demander au président Kagame quelque chose, il sera obligé de faire comme le président Félix l'a fait. Parce qu'on ne va pas seulement
demander tout le temps, demander au président Félix, on va aussi demander au président Kagame. Il y aura un moment où on va lui demander, bon, maintenant, nous demandons au Rwanda de faire ça, parce que la RDC a déjà répondu à nos préoccupations. Il a libéré les militaires capturés, il a fait ça, il a fait ça. Alors maintenant, l'autre partie doit aussi faire la même chose pour prouver de son intention de mettre la paix. Et si le Rwanda va refuser, alors, on va se retrouver effectivement dans le cas de l'Ukraine. Toute la communauté internationale va s'aligner derrière nous pour dire, bon, nous devons maintenant protéger la RDC. Comme on le fait là-bas, en Ukraine. Le président Poutine, qui a tout, missiles, des armes nucléaires, il a tout. Il est allé en Ukraine. Mais depuis qu'il est allé en Ukraine, est-ce que Poutine a récupéré ne serait-ce qu'un quartier en Ukraine? La guerre n'est pas facile. Il n'y a pas de petite guerre. Alors, avant d'aller en guerre, il faut vider tous les préalables nécessaires. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et moi, je salue cette démarche du président Félix Tshisekedi. Nous avons vu les images des Congolais soulever l'effigie de Poutine pour solliciter son aide par rapport à cette question de guerre. Est-ce que ça ne créera pas de tollé ou encore une contradiction, un autre problème avec la communauté internationale ou encore les États-Unis? Bon, je crois que la communauté internationale n'interdit pas à la population d'un État d'exprimer ce qu'elle pense. La population congolaise, dans cette partie du pays, certainement a utilisé l'effigie du président Poutine. Oui, on ne peut pas interdire à une population de s'exprimer. C'est une façon de s'exprimer. La liberté d'expression est d'ailleurs garantie sur le plan international. Dans tous les instruments juridiques internationaux qui garantissent les libertés, on a également garanti la liberté d'expression. Chacun est libre de s'exprimer à sa manière. C'est une expression de la liberté. Mais ça peut être en faveur du président Poutine. Peut-être on est en train de le plébisciter d'une manière ou d'une autre. Moi, je ne sais pas. Mais cela ne veut pas dire que le président Poutine vient directement faire la guerre ici au Congo. Non. Merci. Il ne peut pas élargir la guerre qu'il mène en Ukraine, peut-être au Rwanda. Non. Merci beaucoup. Il y a toujours des préalables, des mécanismes, des conditions à suivre. Il observe. Il peut aussi dire un mot par rapport à la situation qui se passe. C'est un président d'un État. Il peut émettre son point de vue. Il peut conseiller. Merci. Et vous avez appris que le président Macky Sall devrait se rendre en Russie pour rencontrer le président Poutine. Donc il y a de quoi à se parler, à se dire par rapport à cette situation. Ça concerne tout le monde. Merci. Et la communauté internationale, là, c'est aussi la Russie. Merci beaucoup. Voilà. Maître Loulou, toujours par rapport à cette question, mais j'aimerais un peu que nous parlions par rapport à notre armée. Est-ce que nous avons une armée adéquate? Est-ce que s'il s'agirait que nous parlons de la guerre, est-ce que notre armée serait-elle à mesure de combattre? Notre armée a-t-elle la logistique? Est-ce que le moral de nos militaires sont assises? Parlons un peu par rapport à cette question. C'est madame, c'est très complexe la question. Quand vous posez la question, étant donné que nous ne sommes pas des experts dans le domaine militaire, mais nous allons peut-être tenter de donner notre point de vue pour dire que notre armée peut aussi avoir l'encouragement du peuple, c'est ce qui était important. Madame, vous avez suivi que la population s'est rendue à la frontière rwandaise. Et j'étais très très curieux pour dire c'est ce que Mosé Laurent Désiré Kabila a manqué. Parce que quand Mosé Laurent Désiré Kabila avait dit cette guerre sera longue et populaire, il savait que la guerre pouvait être longue, mais populaire, là, il ne pensait pas à ça. Parce que pour que la guerre soit populaire, il faudrait que la population vous accompagne. Mais là, nous voyons la population est en train d'accompagner nos militaires. Et j'ai même vu une photo où les mamans venaient donner à boire aux militaires. Ça va tellement trop marquer. C'est ça la résilience, pour dire que c'est ce qui nous manquait auparavant. Et ce que nous avons demandé au peuple avant, et ce que le peuple maintenant vient de se manifester pour dire que trop c'est trop, nous devons soutenir notre territoire, notre souveraineté. Madame, soyez vraiment rassurée. C'est comme le confrère a dit, la guerre, on commence toujours, mais nous ne savons pas quand est-ce que ça va finir. C'est ça la crainte de la guerre. Et savoir, chacun va toujours perdre. Ça aussi, c'est le défaut de la guerre. C'est ainsi que nous avons demandé à ceux qui est de voir dans la mesure du possible si on pouvait trouver une solution directe et cette solution qui va profiter à tout le monde et que nous allons dire que la paix a gagné.
savez, madame, cet esprit belliqueux, le monde n'en a plus. Vous allez remarquer, même les États-Unis, avant d'aller faire la guerre en Irak, ils devraient mentir à tout le monde pour dire que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Il faudrait justifier l'agression. Et pour atteindre Kadhafi, il faudrait mentir, créer une histoire bidon. Et c'est ce qui a fait que vous allez remarquer que l'opinion internationale a donné l'accès ou la facilité aux politiciens d'aller frapper au Kadhafi. Donc pour dire qu'au niveau international, vous devez comprendre que c'est souvent l'opinion qui joue. Et cette opinion influe sur, n'est-ce pas, les décisions qui seront prises par les autorités. C'est ce que nous appelons l'opiniocratie. C'est-à-dire c'est l'opinion qui joue sur les décisions. Donc avant de nous soutenir la RDC, l'opinion internationale, je parle de France, États-Unis, tous ces pays-là, moins nous, c'est ça la communauté internationale, cette communauté internationale doit être à mesure de comprendre ce qui se passe réellement en République du Congo. Parce qu'on va nous faire comprendre que non, les Congolais, nous n'aimons pas les Tutsis. Or, les Tutsis, c'est une minorité au monde. Alors, si vous allez commencer à vous attaquer aux Tutsis, ils vont maintenant utiliser les attaques, les phrases utilisées par nous Congolais. Ils vont maintenant commencer à donner ça comme étant capital politique, pour dire voilà, capital des revendications. Voilà ce que nous subissons en République du Congo. Nous sommes minoritaires, on nous chasse, on nous tue. Et c'est ce qui fait que la communauté internationale a une autre vision de la situation de la République du Congo. Mais maintenant, avec l'avènement de M. Chilombo, Tshisekedi, Excellence M. le Président, il a maintenant projeté à dire que tant mieux travailler plus sur les contacts, travailler plus sur la diplomatie pour faire passer les messages. Et les messages passent. Et aujourd'hui, vous allez remarquer, Rwanda sera peut-être isolé. Isolé pourquoi? C'est parce que tout le monde comprendra que c'est Rwanda qui est belliqueux. Donc ça dit c'est Rwanda qui fait la guerre. Moi, je ne peux pas comprendre un petit pays comme Rwanda qui a seulement 30 000 militaires et qui va commencer à presque nous provoquer pour dire que je peux partir en République du Congo, faire ce que je veux, je rentre. Ça va, si tu peux le faire, fais-le. Mais il ne faut pas commencer à nous minimiser, à nous humilier. En ce moment-là, nous allons maintenant recréer cette force de résistance et la force de résiliation pour prouver au monde. C'est comme les gens disent que Soda Boumarana, Sony. Donc voilà pourquoi nous disons que nous avons cette armée, madame. Il faut voir l'histoire de la République du Congo en ce qui concerne l'armée. Je vous rappelle, la même armée, c'est cette armée qui est allée récupérer les cadavres d'Abiyarimana à Kigali pour le faire venir ici. S'il vous plaît. Ça, c'est l'histoire. Mais ils sont toujours là, hein, madame. Ça, c'est l'histoire. Vous l'avez bien souligné, c'est l'histoire. Mais ils sont toujours là. C'est l'histoire. Moi, je ne peux pas me permettre aujourd'hui d'aller provoquer... Ne sont-elles plus le même? Madame, moi, je ne peux pas me permettre aujourd'hui d'aller provoquer Mike Tyson. Parce que c'est un ancien boxeur. Je ne saurais pas, madame. Là, même dans mes rêves. Donc, soyez rassurés. Donc, c'est l'histoire. Il suffit pas que nous ayons les moyens. Et puis, je voulais aussi interpeller la communauté internationale. Moi, ça me fait un peu... je regrette un peu de constater que la République du Congo, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes toujours sous embargo. Nous ne savons pas pourquoi. L'embargo, c'est depuis la période de Mobutu, de cette opération Lititi Mboka, que nous avons été mis en embargo. Aujourd'hui, on nous demande qu'il faudrait commencer à faire la traçabilité de nos armes. Mais donnez-nous cette possibilité. Un État qui est agressé comme ça, quand vous voulez que nous puissions vous rassurer, pour vous dire que ce n'est pas les Rwandais qui nous attaquent, mais oui, ça va, disons ça ainsi. Mais nous vous disons tout simplement que la République du Congo crée une zone non contrôlée. Et cette zone non contrôlée nous préjudicie. Si aujourd'hui le Rwanda dit que FDLR, ils vont poursuivre le FDLR. Madame, je vous dis que le FDLR n'a jamais été un danger pour les Rwandais. Jamais. Pourquoi le FDLR est installé ici? Le FDLR installé ici, ensemble avec des Ougandais, ensemble avec des M23, ils sont là à l'est. Pourquoi ils ne finissent pas directement? Ils doivent finir avec le FDLR, c'était facile. Si vous avez armé les M23 pour attaquer, donc ça dit vous armez les M23 pour n'attaquer que la force armée congolaise et la MONUSCO. Or, vous devrez peut-être armer les M23 pour aller vous chercher les FDLR. Voyez? Donc pour dire tout simplement que Rwanda cherche des alibis, cherche des prétextes pour, n'est-ce pas, justifier sa présence. Mais la présence rwandaise ici, c'était pour faciliter le pillage de nos ressources. Voilà ce que moi je peux dire, madame. Maître Likonza, aujourd'hui on nous a toujours parlé de l'infiltration rwandaise ici. Est-ce que quelles sont les pistes de solutions pour que nous puissions dénicher? Est-ce que vous ne pensez pas aussi même les chambres congolaises sont infiltrées? Bien, bon, j'ai lu certains articles avant de venir où on dit que le président venait de révoquer
4 officiers militaires. Je crois que ça s'inscrit dans la même logique de trouver des solutions, de dénicher des secrets et de lutter peut-être contre l'infiltration. Parce que notre armée a depuis connu des problèmes d'autres nationalités à son sein. On nous parle tantôt des militaires rwandais qui ont intégré l'armée, après tout ce qu'il y avait comme guerre des l'AFDL. Et vous savez, à l'époque de l'AFDL, il y avait également des Rwandais derrière. C'est ainsi que Mouzé disait qu'il ne s'agit pas des rebelles, ce sont des Rwandais. Mouzé disait ça. Mais où sont ces Rwandais aujourd'hui? Ils sont partis où? Mouzé les avait-il chassés? Et où est-ce qu'il a laissé ces Rwandais? Et si on voit bien, alors si à l'époque de Mouzé, ce n'était pas des rebelles, qu'il s'agissait des Rwandais, et que ces Rwandais, nous ne savons pas où ils se trouvent, ils se seraient réfugiés dans notre armée, d'une manière ou d'une autre. Et bien, le problème que nous connaissons aujourd'hui, l'hybridité même de la guerre dans l'est du pays, nous pousse à parler de l'infiltration de l'armée par les militaires rwandais. Et s'il n'y a pas de militaires de nationalité rwandaise, mais il y aurait certains Congolais en uniforme qui serviraient aux intérêts des Rwandais. Parce que moi, à mon avis, je ne peux pas dire que les M23 ou même d'autres mouvements rebelles sont créés par des Congolais. Non. Derrière ces Congolais, il y a les Rwandais. Est-ce que vous n'y pensez pas aussi que non, l'État congolais aussi est responsable d'une part? Parce que lorsque le président Mbosso, le président du Parlement, avait dit que non, il y a certains députés qui motivent le groupe armé. Il a bien dit sur et fort, quitter le groupe armé, chers députés. Mais que fait le ministère public? Que fait le procureur pour s'en saisir du dossier? Bon, ça c'est quand même un élément très important parce que c'était sorti lors d'une plénière, donc par la voie officielle. Moi, j'avais suivi ça. Je ne peux pas dire au ministère public ce qu'il peut faire. Moi, non, je ne peux pas le faire. Mais nous avions suivi. Et le président de l'Assemblée nationale n'avait pas cité nommément. Je l'avais dit à l'émission passée, il n'avait pas cité tel député, tel député. Il a parlé des collègues. Chers collègues, c'est vague. Chers collègues, ils sont combien là-bas? Chers collègues. Voilà. Donc, si lui, comme chef d'une chambre de l'institution Parlement, détiendrait certains éléments, bon, je pense qu'ils les auraient déjà fournis aux services compétents. Merci. Parce que ça va des services secrets. Il ne peut pas aussi citer des noms en plénière. Il a parlé vaguement, mais en secret, parfois, il a cité des noms. Merci beaucoup. Jean-Patrick, vous êtes arrivé en retard. Nous parlons par rapport à cette question de l'Est du pays, l'insécurité qui sévit au jour le jour. Les gens meurent, malgré de multiples voyages faits par le chef de l'État pour la diplomatie. Mais nous constatons qu'il y a un échec, s'il faut le dire. Aujourd'hui, est-ce que pouvons-nous déclarer la guerre contre le Rwanda? Et que pouvons-nous attendre de cette rencontre entre le président angolais et le nôtre? Merci beaucoup, madame. Je présente des excuses pour être venu largement en retard. Je présente des excuses à vous, particulièrement, mais aussi aux auditeurs de votre émission. Nous sommes tenus à respecter ceux qui nous suivent et vous qui nous invitez. Madame, pour répondre à votre question, les voyages du chef de l'État, qu'est-ce qu'ils ont à voir dans cette guerre? Bon, on fait l'amalgame. Bon, vous savez, la diplomatie, moi je suis de ceux-là qui pensent que nous ne pouvons pas arrêter de parler, de dialoguer. Étant bantou, ça fait partie de notre us.
Mais cela ne veut pas dire, pendant que nous parlons, pendant que nous discutons, il faut stopper les hostilités ou les opérations militaires. Non. Nous faisons comme Mandela. Nous nous battons et nous parlons. La guerre moderne n'est plus seulement cette guerre qui était engagée des hommes sur le champ de bataille et livrer combat et tout ça. Non. La guerre moderne se joue sur plusieurs sphères. Il y a la sphère diplomatique qu'il ne faudra pas négliger. Parce que lorsque nous sommes attaqués au M23, vous avez entendu l'assassin de Paul Kagame dire « Je veux poursuivre les FDLR ». Il a exhumé les FDLR. Ça, il ne le dit pas en direction de Congolais. Vous l'appelez assassin, le frère du chef de l'État. Bon, même s'il est mon frère, il est assassin. S'il est assassin, il l'est. Ce n'est pas le fait qu'il soit mon frère qu'il cesse d'être assassin. Non. Je m'en fous qu'il soit son frère ou pas. Moi, je m'en fous. Lorsque vous le voyez dire, il a exhumé les FDLR qui avaient disparu, on n'entendait plus parler, ça fait 15 ans. Aujourd'hui, parce qu'on a démasqué son hypocrisie, on a montré qu'il est derrière les M23. Il exime les FDLR. Alors que c'est nous qui avons toute notre raison d'entrer au Rwanda pour pourchasser les M23. Il saute premier pour dire « Je veux poursuivre les FDLR ». Ils sont. Ça, c'est sur le plan diplomatique qu'il lance ce message. Pendant que la guerre est sur le terrain des opérations militaires, lui saute sur le plan diplomatique pour dire « Ce sont les FDLR que moi je recherche ». Donc, il faudrait que nous aussi, nous puissions avoir des astuces diplomatiques pour que nous puissions répondre à cela. Je félicite l'idée qui est d'aller au Rwanda, de poursuivre les M23 jusqu'au Rwanda. Comme ça, si lui, il veut venir chercher les FDLR qui ont disparu, que lui-même a décimé. S'il vous plaît, nous allons entrer au Rwanda pour aller chercher les M23. Je vous relance dans vos minutes. Comment trouvez-vous cette démarche de président Lorenzo de solliciter, de dire à notre président qu'il puisse relâcher les 2 militaires rwandais qui ont été capturés? C'est une bonne démarche? Écoutez, le président Lorenzo, c'est un négociateur désigné par l'Union africaine. Ce qu'il dit, il ne le dit pas pour son propre compte. Il le dit pour le compte de l'Union africaine. Et comment jugez-vous cet acte? Écoutez, ça, ce sont des négociations. C'est une évidence qu'on les relâche? Madame, en négociation, dans le cours de gestion et résolution pacifique des conflits, on apprend cela. Lorsque vous venez en négociation, vous mettez la barre haut. Pour que lorsque vous commencez à parler, qu'elle puisse descendre. Et vous-même, vous savez où vous voulez en arriver avec ces discussions ou ces négociations. Lui, Lorenzo, n'a pas donné des ordres à Tshisekedi. En tant que négociateur, en tant que médiateur, voulais-je dire, il ne donne pas des ordres. Il fait des propositions. Et Tshisekedi a son libre arbitre d'accepter les propositions ou de les refuser. Il a accepté. Non, il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. Ce militaire rwandais sont déjà des prisonniers de guerre. Nous devons les avoir ici chez nous. Merci. En attendant que la situation se clarifie, peut-être que lui, Kagame, a ravi nos militaires. On ne le sait jamais. Le jour où on va établir les responsabilités et que l'on va constater le fait, s'il a nos militaires, eh bien nous allons faire l'échange. Sinon, ils vont grouper ici. Merci, Maître Loulou. Au grand mot, grand remède. Que faire pour mettre fin à cette situation, pour que la paix revienne normalement?
Au grand mot, grand remède. Je vous ai dit tantôt s'il faudrait peut-être avoir ce que nous pouvons appeler la compassion de la communauté internationale pour que celle-ci puisse nous appuyer. Nous sommes obligés d'adopter une position, une approche. Et aussi de vous dire que nous, chez nous, on dit quand vous poursuivez un fou qui est ni, il ne faudrait pas vous déshabiller, sinon vous risquez d'être confondu à ces fous. La République du Congo, ce n'est pas un État qui enlève les soldats. Et ce qui était important, nous avons capturé ces militaires chez nous. Et nous les avons briefés, c'est-à-dire nous avons tiré ce que nous pouvons avoir à tirer, savoir comment est-ce qu'ils sont venus ici, comment est-ce qu'ils se comportent. En tout cas, je crois peut-être le service de sécurité des renseignements ont fait leur travail. Mais maintenant, quand on nous demande poliment, nous leur disons tout simplement que nous allons remettre, mais en tout cas, l'histoire est déjà connue. C'était important. Vous allez remarquer, c'était le même jour que Kagame et sa bande vont faire un communiqué pour dire que on a enlevé nos 2 militaires. Alors, Kagame doit déjà comprendre que comme nous commençons déjà à enlever les militaires chez lui, nous pouvons aussi l'enlever chez lui. Il doit déjà connaître un message, hein? C'est-à-dire pour nous, il doit déjà comprendre ça. Ce n'est pas une prétention, ça. Ce n'est pas une prétention, c'est ce qu'il a dit. Parce que nous savons que les 2 militaires, nous les avons capturés chez nous. Mais lui va nous donner une force que nous n'avons pas, pour dire qu'ils sont venus enlever nos militaires chez nous. Donc Kagame, toi aussi, il faut s'apprêter, nous pouvons aussi venir. Donc nous sommes dans la diplomatie, comme je le disais, madame, nous devons adopter une position. Nous ne sommes pas devant en guerre. Mais du moins, nous voulons montrer à la communauté internationale que la RDC a toujours été victime. Maintenant, les gens commencent à comprendre. C'est ce que vous allez comprendre maintenant, même le langage de Kagame commence déjà à changer. Parce que c'était un auteur. Il a compris que ceux qui les soutenaient ont compris finalement que si c'était notre COP, comme les Quinois disent, et mon ami. Et nous devons toujours continuer à garder la relation diplomatique entre le Rwanda et la RDC. Madame, la relation diplomatique à garder, il faut toujours laisser les canons. La Russie est en train de se battre avec l'Ukraine. Vous savez qu'il y a toujours des accords, ce que nous appelons l'accord de souveraineté, de mer jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours des canaux par lesquels il y a certains messages passent. On ne peut pas tout bousiller, nous ne sommes pas des rebelles. L'État congolais, ce n'est pas un État rebelle, c'est un État normal et qui a des institutions, qui a des engagements. C'est ce que les gens doivent comprendre. Mais cela fait partie aussi de la diplomatie agissante, non? Rompre la relation diplomatique. Cette diplomatie agissante ne veut pas dire qu'il faut voir côté passion. C'est comme l'autre qui disait, si je deviens président, je croise Kagame au couloir de l'ONU, eh bien écoutez, je vais le boxer. Mokia. Moi, je n'ai pas cité son nom. En tout cas, j'ai dit que ce n'est pas comme ça on gère. Donc, il faut toujours avoir... c'est-à-dire, quand vous voulez devenir président, il faut laisser la colère. Merci. Donc, c'est ce qui est important. Parce que si vraiment vous me demandez à moi de devenir président aujourd'hui et de me mettre des mains d'en face de Kagame, je dirais à Lorenzo, il faut être prêt de nous séparer. Donc, voilà que j'ai une passion. Mais devenir président, avoir cette responsabilité, être le symbole de l'unité nationale, madame, il faut avoir la... en tout cas, c'est un peu de vous calmer. C'est ce que le chef d'État a fait. Nous disons que nous allons gagner dans cette politique diplomatique, cette politique agissante que vous avez appelée diplomatie agissante. Nous allons gagner parce que le simple fait de prouver à tout le monde, de savoir que l'opinion... Madame, j'insiste, il ne faudrait pas plus qu'on puisse convaincre les dirigeants du monde, mais plutôt il faudrait convaincre l'opinion. Parce que c'est cette opinion qui va faire une pression sur les dirigeants pour dire que ce qui se passe en République du Congo, nous n'avons assez. Il faudrait peut-être qu'on puisse laisser la République du Congo tranquille pour permettre à ce que cette nation, qui est tellement trop riche, enviée par les prédateurs, puisse se développer calmement. Maître Likonza, au grand remède. Bien, la guerre hybride qui nous cause du tort dans l'est du pays s'articule sur des opérations militaires de tous les types de guerres. Il y a à la fois la guerre asymétrique, la guerre conventionnelle ou classique, il y a la cyberguerre, il y a tout. Il y a même les mensonges. Et le Rwanda a beaucoup plus utilisé la désinformation. Il nie tout. Tout. Et vous savez, quand vous trouvez quelqu'un la main dans les sacs, il vole. Il n'accepte pas. Même si on trouve quelque chose déplacé de là où on l'avait laissé, celle lui était là. On demande, mais nous avions laissé les stylos. Moi, je n'ai pas vu. Il nie. Mais les jours où on trouve cette personne-là en train de sortir un stylo de là où on l'avait mis, même si on ne lui inflige aucune sanction, on fait semblant de ne pas voir ce qu'il a fait là.
On commence à rigoler. Lui-même va commencer à se sentir gêné, dérangé. C'est ce qui s'est passé peut-être au Conseil de sécurité. La RDC a donné sa voix, le Rwanda a tout nié. Et les ambassadeurs des pays qui étaient là n'ont pas condamné. Chacun a donné sa voix sans condamner les comportements du Rwanda, sans confirmer les propos du vice-premier ministre des Affaires étrangères, sans nous soutenir. Tout le monde sait que ce que la RDC vient de dire ici, c'est vrai. Parce qu'il y a au-delà de notre sécurité, il y a la sécurité internationale. Quand nos services travaillent, il y a aussi les services au niveau international qui fonctionnent. Chaque État a ses répondants. Et il n'y a pas que les Congolais de l'Est qui sont censés comprendre ce qui se passe là-bas. Quand on parle des conseils de sécurité, ce n'est pas de la blague. Il y a des missions secrètes aussi, au-delà même de l'armée congolaise. Et nous allons toujours continuer Au-delà, à laisser une partie de notre sol comme raffinerie. On n'a pas un ennemi, pour le Rwanda. on n'a pas un ennemi clairement en face. Le Rwanda, je l'ai dit et j'insiste. Clairement que c'est le Rwanda qui Je l'ai dit et j'insiste que le Rwanda opère sous couvert des mouvements insurrectionnels. Ça nous a pris du temps, beaucoup de temps, pour avoir ne serait-ce que ce qu'on a eu comme effet militaire et capturer les deux militaires rwandais. Même si le président Kagame va continuer à nier, mais quand il tient ses réunions là-bas à Kigali, avec ses hommes, ils se disent que nous sommes vraiment pris. Voilà. Et même se disent que c'est fini. Personne ne va plus nous croire. Mais essayons quand même de continuer à nier. Et ils vont continuer à nier. Vous pensez que le Rwanda va encore envoyer ses militaires soutenir le M23 pendant que lui-même, le président Kagame, parle de l'enlèvement, comme le confrère a dit, parler de l'enlèvement. On a enlevé nos militaires. C'est très grave. Si aujourd'hui, par exemple, le porte-parole du gouvernement nous dit que le Rwanda a enlevé des militaires congolais peut-être à Goma, mais il faut commencer à pleurer. Ça veut dire que le Rwanda maintenant a récupéré le pays. C'est ça comme explication. Donc, il est en train de nous présenter comme un pays fort. Il ne peut rien. Il ne peut rien. Il le sait. C'est un pari gagné. Mais lui-même est en train de dire que nous avons enlevé ces militaires à Kigali ou bien dans un territoire de son pays. Mais lui qui a tout armé, chez nous il y a l'embargo, nous n'avons aucune arme, nous n'avons rien, nous n'avons pas de militaires. Mais comment? Qui a enlevé les militaires rwandais et au Rwanda? Merci. La population de Goma, de Bukavu, je ne sais pas moi. J'ai même vu là-bas, il faut le dire aussi, une photo où le Rwanda a jeté un pont sur la frontière de Ruzizi. En 2011, je crois. Mais à ce temps-là, il y avait aussi un gouvernement. Et on a découvert ces ponts aujourd'hui. Merci beaucoup. Un pont jeté par les Rwandais. L'infiltration dont vous avez parlé ici. Donc, on était déjà infiltrés. Merci. Et ni t'était la diplomatie et ni t'était l'état de siège, peut-être on ne serait pas dans cette situation. Merci beaucoup. Alors, il faut comprendre que la diplomatie aujourd'hui est un mécanisme fort et puissant pour... Selon vous? Oui, pas selon moi. Dans ce type de guerre, l'hybridité de la guerre nous impose la négociation, les dialogues. Il faut chercher à attirer la sympathie des autres États. Ah bon? Oui. Et isoler les pays qui soutiennent les terroristes. Jean-Patrick, est-ce que, au grand mot, grand remède, vous avez suivi vos débatteurs sur le plateau, il faudra attirer la sympathie de ceux qui nous suivent, comment? Où nous sommes dans nos droits. Oui. Au grand mot, grand remède. Madame, ça c'est une approche que mes amis sur le plateau ont proposée. C'est une approche. Et
On peut peut-être évaluer et voir ce que ça peut donner. De toutes les façons, ça ne va pas donner zéro. C'est une approche, mais moi j'ai une autre. Laquelle? Allez-y. Nous avons passé le temps à pleurnicher pour que les autres nous entendent. Ils ont même refusé que nous puissions parler. Notez, lorsque Guterres est venu ici dernièrement, moi et notre ONG, nous sommes allés le rencontrer avec un mémo pour lui montrer ce que l'agression fait en RDC. Nous avons décrié 11 millions de morts. Nous avons décrié toutes les velléités de Rwanda au Congo. Le secrétaire général des Nations Unies est retourné. Et jusque-là, ça fait 3 ans. Rien n'a été fait. Aujourd'hui, nous ne devons plus continuer à pleurnicher. Moi, je suis de ceux-là qui pensent lorsqu'il faut une réciprocité. C'est un principe des relations internationales. Vous m'attaquez, je vous attaque. Vous faites quelque chose, je réciproque. Donc, les FARDC sont ce qu'elles sont. Nous les appuyons. C'est pour la première fois que vous avez vu la population civile collecter l'argent, amener de l'eau et la nourriture aux FARDC. C'est un langage. Cette fois-ci, ce ne sont pas les FARDC qui se battent seuls. Ils se battent aux côtés de tout le peuple congolais. Je pense que les carottes sont cuites. C'est vrai. Je suis bantou. Il ne faut pas rompre le dialogue. Ça, c'est nous. Alors, la relation diplomatique? C'est ce que je dis. C'est ça le dialogue. Il ne faut pas rompre le dialogue. Il faut aller parler. Il faut continuer à parler. Mais, une main qui tient l'olivier, une autre tient l'arme. Nous devons nous battre jusqu'à ce que nous imposions la raison. Parce que depuis tout ce temps, nous avions toujours raison. On ne voulait pas nous croire. Entre-temps, l'ambassadeur rwandais continue à rester ici. Mais écoutez, madame, je vais faire une petite histoire. On n'a plus assez de temps. En 1989, l'UNITA attaque les positions d'Mpela en Angola, appuyé par les forces armées zaïroises. Le Rwanda n'avait pas rompu les relations diplomatiques avec les Zaïre. En 1991, ce qu'on appelle les PACA, de 91 et de 92, Mpela avait tout perdu comme territoire. Il ne lui restait que la ville de Luanda. Le Zaïre ou l'armée zaïroise était derrière Savimbi. C'était visiblement comme ça que le Zaïre était derrière Savimbi. L'Angola n'avait pas rompu les relations diplomatiques. L'Angola continue à discuter avec le Zaïre dans le canot diplomatique, mais Mpela se battait sur terrain contre les forces armées zaïroises et les forces de l'UNITA. C'est un exemple épatant qui a eu lieu ici chez nous en Afrique. Merci. Ça veut dire que nous ne sommes pas de ce genre-là qui pensent que moindre pépin, il faut rompre, il faut chasser, rappeler notre... Non, merci. On peut le faire autrement. Et c'est évidemment de cette façon que nous sommes en train de le faire. L'ambassadeur rwandais, c'est pour la 2e fois qu'il a été interpellé. Depuis tout ce temps, jamais il avait été interpellé. Il était même arrogant dans ce pays. Et aujourd'hui, vous n'avez qu'à le voir. Vous n'avez qu'à constater comment il s'exprime maintenant. Merci. Maître Loulou, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Quel est votre mot de fait par rapport à cette question? Oui, je suis très content que mon frère puisse nous soutenir en disant que nous devons aussi garder cette approche diplomatique
Et même le chef d'État a si bien insisté pour dire que nous devons déclencher le mécanisme des doublettes, c'est-à-dire toucher la diplomatie et puis la force de l'autre côté. Vous savez, madame, moi je parle de la relation internationale. Une fois les États-Unis attaqués par Al-Qaïda le 11 septembre, tout le monde devrait soutenir les États-Unis. Et les États-Unis exigeaient à ce que tout le monde les soutienne. Et c'est le moment où Benjamin Netanyahu va choisir pour dire au monde que lui aussi il a son Ben Laden. Son Ben Laden n'était que Yasser Arafat. C'est-à-dire qu'il voulait en finir avec Yasser Arafat. Alors c'était l'occasion propice pour lui de voir dans la mesure du possible, pendant que le monde entier regardait le 11 septembre les États-Unis, moi je vais finir avec Arafat, et Arafat était encerclé, rappelez-vous. Et qu'est-ce qu'Arafat a fait? Un fin diplomate, il va lancer un message pour soutenir les États-Unis. Pendant que les Palestiniens soutenaient Ben Laden, lui, l'autorité palestinienne, va dire « je soutiens les États-Unis ». Et c'était ce qui fait que les États-Unis ont changé directement la position pour insister à Benjamin Netanyahu pour dire que laissez Arafat tranquille. Donc, madame, pour dire que nous ne plairons pas, mais nous démontrons. Nous sommes en train de travailler l'opinion internationale pour que l'opinion internationale puisse comprendre et faire une pression à ces décideurs. Ici, nous sommes en face des décideurs. Vous avez remis les mémos au secrétaire général. Mais le secrétaire général est dans le système. Il ne sait rien faire. Je viens de vous dire tout à l'heure, madame, ce n'est pas seulement la RDC qui a été attaquée. C'est aussi la MONUSCO. C'est-à-dire c'est la communauté internationale qui a été attaquée par M23. On n'en parle pas, madame. Donc, pour dire que nous sommes dans un complot, pour sortir de ce complot, nous devons être stratèges. C'est comme les gens disent, à malin, malin demi. Sinon, nous risquons d'aller au front. Meni et puis les petits Rwandais vont nous humilier pour rien. Merci. Maître Likonza, votre mot de la fin. Bien, un sage, on les combat par la sagesse. On ne vient pas par des mots avec la brutalité. Parce que lui, il utilise une stratégie qui dépasse votre attendement. Vous devez aussi faire en sorte de le rejoindre à son niveau. Si vous venez avec des mécanismes intelligibles, intelligents, lui va utiliser seulement la sagesse. Souvenez-vous des femmes qui s'étaient présentées devant Salomon. Et vous connaissez ce qu'était la décision de Salomon. Donc, il faut plus de sagesse que de voir les choses comme on veut les faire voir maintenant. Qu'il faut aller en guerre, il faut combattre. On va combattre qui? Parce que le Rwanda n'est pas notre ennemi direct. Il vient par intermédiaire. Mais comme nous connaissons que c'est lui l'instigateur, nous devons en finir avec lui. Mais de quelle manière? Et la manière à laquelle on doit faire, on doit trouver des solutions par rapport à ça, c'est à travers les négociations, la diplomatie. Et l'Union européenne d'ailleurs avait demandé que les deux parties puissent utiliser les mécanismes existants de vérification. Et ces mécanismes existent depuis. Parce que le Rwanda n'y est. Alors, la RDC dit que c'est le Rwanda. Quand on dit qu'il faut vérifier, utiliser les mécanismes existants, on vous pousse à la diplomatie, à la négociation, au dialogue. Il faut mettre autour d'une table les témoins. Et les témoins ici, ce sont les États. Et comme l'Angola est là, on était déjà devant le Conseil de sécurité. On a présenté la situation et la position de la RDC. Merci. Alors maintenant, nous devons soutenir le président de la République, le gouvernement, Merci. et surtout notre armée. Parce que l'exploit des FRDC ne peut pas passer inaperçu. Merci Nous beaucoup. devons les soutenir et nous devons leur dire que nous sommes là avec eux. Nous sommes ensemble. Pour la défense et non Merci. pour l'attaque. Merci beaucoup. Non, pour la défense, pas pour l'attaque. Jean-Patrick, Chaque fois qu'on vous avez essaye le de mot nous la fin. provoquer. S'il vous plaît, vous n'avez plus le mot de la fin. Voilà. S'il vous plaît. Jean-Patrick, veuillez conclure. Merci beaucoup, madame. Vos invités sont trop éloquents et c'est très bien. Moi, ça me réjouit. Mais moi, je suis d'une autre école. Vous voyez? Moi, je suis d'une autre école. Mon école à moi dit on éteint le feu par le feu, pas par l'eau. C'est mon école à moi. Donc, c'est vraiment éloquent ce qu'ils disent. C'est vraiment savant. C'est bien. Mais je ne suis pas de cette école. Vous voyez, je ne suis pas pour aller attaquer le Rwanda. Non.
Moi, je suis pour éteindre le feu. Par le feu. Oui, exactement. Par le feu. Et non par l'eau. Donc, il faut prendre le feu et aller éteindre le feu. Le Rwanda est visiblement identifié comme agresseur de la RDC. Ce n'est plus ce que mon co-débatteur d'en face dit. Non, c'est maintenant visible que c'est lui. C'est vrai que derrière le Rwanda, il y a d'autres personnes. Merci. Et le Rwanda utilise les canaux pour attaquer la RDC. Mais c'est visiblement maintenant clair que celui qui a attaqué. Merci, donc, Patrick. parce qu'il viendra chercher les FDLR ici, nous irons chercher les M23 chez lui. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous rappelons que nous avions reçu les Congolais. Namakamba Boye, je ne serai pas vraiment disponible de présenter leur obédience politique parce que c'est une affaire nation. Nous parlons de notre nation. Nous avons reçu Maître Likonza, analyste politique. Maître Likonza, merci. Merci, madame, merci. Maître Loulou, analyste politique. Maître Loulou, merci. Je vous en prie, madame. Jean-Patrick Moussenga, Kalambayi, merci. C'est moi qui vous remercie, madame. En tout cas, nous vous disons Encore une fois, mes excuses. merci à tous qui nous suivent. Merci pour vos messages. À partir de Kitamo Magasin chez Allegria, merci à Boudoul Kazadi, merci à Dédé Binene, merci aussi à toi, John Mayamba. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse notre force armée congolaise et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah. Yves Bouya, je te soutiens depuis la prison centrale.